Les nouveaux chemins s'interrogent tous les jours sur le lien qui unit le corps et l'esprit, en compagnie d'Alexis Anne-Braun, Géraldine Mosna-Savoie, Jules Salomon et Marianne Chassor. À la lecture passionnée des textes cette semaine, Jean-Louis Jacopin. À la réalisation pinéale, Philippe Baudouin. Avec aujourd'hui à la prise de son, Tanguy Lecornu. À 10h50, vous retrouverez François Nudelman pour son journal de la philosophie. C'est aujourd'hui Stéphane Nadeau qui viendra vous parler de la révolution moléculaire de Félix Guattari. Suite aujourd'hui de notre semaine cartésienne. Hier, au milieu d'une forêt, c'est en compagnie de Denis Moreau que nous avons évoqué la morale par provision. Aujourd'hui, pour continuer à marcher bien droit jusqu'à la lisière du bois, il est temps de s'interroger sur ce qui met le corps en mouvement. Si l'âme et le corps sont deux substances distinctes, l'une immatérielle, l'autre matérielle donc étendue, alors comment expliquer qu'une décision de l'âme puisse avoir pour conséquence un mouvement physique ? Descartes est le premier à avoir considéré la pensée comme l'attribut principal de la substance incorporelle et l'étendue comme celui de la substance matérielle. Mais cette distinction aboutit dans la 6e méditation métaphysique à leur union, au sein de ce qu'il nomme la 3e notion primitive. De cette union, nous faisons l'expérience quotidienne. La douleur nous attriste, nous énerve, le plaisir nous met en joie. Mais comment l'expliquer sans renoncer au dualisme ? Et surtout, si l'action de l'âme sur le corps paraît évidente, que penser de la passion qui affecte l'âme en contrant sa volonté ? À quel prix la chose pensante peut-elle admettre cette soumission à autre chose qu'elle-même ? En d'autres termes, les passions de l'âme ne sont-elles pas la meilleure preuve de la passivité de la pensée ? Monsieur Descartes, sachez que j'ai le corps imbu d'une grande partie des faiblesses de mon sexe, qu'il se ressent très facilement des afflictions de l'âme et n'a point la force de se remettre avec elles, étant d'un tempérament sujet aux obstructions et demeurant en un air qui y contribue fort. Aux personnes qui ne peuvent point faire beaucoup d'exercice, il ne faut point une longue oppression du cœur par la tristesse pour opiler la rate et infecter le reste du corps par ses vapeurs. Je m'imagine que la fièvre lente et la toux sèche qui ne me quittent pas encore, quoique la chaleur de la saison et les promenades que je fais rappellent un peu mes forces, vient de là. C'est ce qui me fait consentir à l'avis des médecins, de boire d'ici en un mois les eaux de spa, qu'on fait venir jusqu'ici sans qu'elles se gâtent, ayant trouvé par expérience qu'elles chassent les obstructions. Mais je ne les prendrai point, avant que j'en sache votre opinion, puisque vous avez la bonté de me vouloir guérir le corps avec l'âme. Ayant deux choses en l'âme humaine, desquelles dépend toute la connaissance que nous pouvons avoir de sa nature, l'une desquelles est qu'elle pense, l'autre qu'étant unie au corps, elle peut agir et pâtir avec lui. Je n'ai quasi rien dit de cette dernière, et me suis seulement étudié à faire bien entendre la première, à cause que mon principal dessein était de prouver la distinction qui est entre l'âme et le corps, à quoi celle-ci seulement a pu servir, et l'autre y aurait été nuisible. Mais parce que votre Altesse voit si clair qu'on ne lui peut dissimuler autre chose, je tâcherai ici d'expliquer la façon dont je conçois l'union de l'âme avec le corps et comment elle a la force de le mouvoir. Premièrement, je considère qu'il y a en nous certaines notions primitives qui sont comme des originaux, sur le patron desquels nous formons toutes nos autres connaissances. Et il n'y a que fort peu de telles notions, car après les plus générales de l'être, du nombre, de la durée, etc., qui conviennent à tout ce que nous pouvons concevoir, nous n'avons, pour le corps en particulier, que la notion de l'extension, de laquelle suivent celles de la figure et du mouvement. Et pour l'âme seule, nous n'avons que celle de la pensée, en laquelle sont comprises les perceptions de l'entendement et les inclinations de la volonté. Enfin,
Pour l'âme et le corps ensemble, nous n'avons que celle de leur union, de laquelle dépend celle de la force qu'a l'âme de mouvoir le corps, et le corps d'agir sur l'âme en causant ses sentiments et ses passions. Bonjour Jean-Luc Marion. Bonjour. Bienvenue sur le Nouveau Chemin de la Connaissance. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau. Oui. Nous avions discuté l'an dernier de toute autre chose. Pourtant, vous avez beaucoup écrit sur Descartes. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne et professeur, disons, en acte à Chicago. Et entre autres ouvrages que vous avez publiés sur Descartes, on trouvera en février prochain sans doute, aux éditions PUF, un essai intitulé « La pensée passive de Descartes » qui revient sur ce texte extrêmement difficile que sont les passions de l'âme de Descartes. On vient d'entendre une lettre, d'abord une lettre que j'ai lue, une lettre qu'Élisabeth adresse à Descartes, faisant part de ses afflictions corporelles. Et lorsqu'elle écrit à Descartes, elle s'adresse à lui comme un médecin, puisqu'elle lui demande son avis avant de suivre justement celui des médecins qui l'ont consulté. Descartes, quant à lui, dans la lettre qu'il lui adresse le 21 mai 1643, qu'on vient d'entendre interprétée par Jean-Louis Jacopin, lui propose, alors est-ce un remède ou non, de partir de cette difficulté qu'il y a à penser l'union de l'âme et le corps, à travers notamment cette notion primitive que serait ce lien qui unit les deux et qui prend la forme de la passion. Est-ce véritablement, de la part de Descartes, une façon de proposer un remède ? En quoi est-ce qu'expliquer le lien entre le corps et l'esprit est, dans l'esprit de Descartes justement, un remède qu'il propose à la princesse Élisabeth ? Ça fait beaucoup de questions en une seule demande. La lettre du 21 mai 1643 introduit 3 notions primitives et ce qui découle de chacune d'entre elles. Alors, de la part de Descartes, il faut bien comprendre que c'est ce que j'ose appeler un nouveau commencement. Descartes n'était pas du tout parti dans cette direction. Parler de notions primitives, Descartes l'a fait depuis le début. Dans les règles pour la direction de l'esprit, disons de 1628, à l'époque où il fait une théorie de la science, nous dirions maintenant une théorie de la connaissance, c'est-à-dire en fait une théorie de l'objet en tant qu'il est distinct de la chose en elle-même. À ce moment-là, il a déjà ce qu'il appelle à cette époque des notions primitives, des notions les plus simples, des concepts qui sont toujours utilisés, qui ne peuvent pas être expliqués par d'autres et qui permettent par dérivation, complication, etc., de décrire tout leur domaine. Alors, à ce moment-là, il y a, comme ici, dans le texte qui a été lu, il y a bien entendu l'être, la durée, le nombre, etc. Et puis, il dit, il y a d'une part la pensée, c'est-à-dire la volonté, le doute, l'entendement, et d'autre part, il y a pour la matière l'étendue, et puis la figure et le mouvement. Donc, à ce moment-là, il n'envisage que 2 champs d'investigation qui vont donner les 2 substances, les 2 types de substances, la pensée et l'étendue. Et alors, pour faire non seulement cette théorie de la science, mais une bonne partie de son parcours de philosophie première, il n'a besoin que de cela. Alors, il y a une chose étrange qui se produit, et qui se produit assez tôt, c'est que Descartes introduit une 3e voie. Et il faut bien comprendre que pour Descartes, alors une 3e voie, il est introduit dans la 6e méditation, la dernière, dans la 2e partie de la 6e méditation. Alors il y a un texte assez étonnant, enfin il y a plusieurs passages étonnants, mais il y a le texte très fameux dans lequel il dit que parmi tous les corps, il y en a un qui sont autour de moi, dans la nature, il y en a un qui a un statut tout à fait particulier, c'est celui par lequel j'éprouve la douleur, la faim et la soif. Et ce corps, là, je dois non seulement dire que c'est mon corps, comme le marin dit que c'est son bateau, mais que je suis beaucoup plus uni à ce corps que le marin à son bateau, puisque je suis très étroitement lié à lui et, pour ainsi dire, mélangé. La traduction dit confondu et mêlé, il faut dire mélangé, quasi per mixtum, en sorte que je ne compose qu'un seul quelque chose avec lui, unum quid. Alors, ce corps n'est pas un corps du monde, parce que je ne l'éprouve pas en voyant son étendue, en le mesurant sous toutes ses coutures, mais parce que c'est là que j'éprouve
Et alors, Descartes est très précis. Hein. C'est là que j'éprouve la faim, la soif, et par conséquent la douleur. Il ne dit même pas le plaisir. Alors ça, c'est un point très fort, parce qu'il anticipe sur une réflexion d'Emmanuel Lévinas, notre contemporain, qui disait que le corps propre est celui que nous éprouvons malgré nous. La preuve, c'est que si nous pouvions le fuir, quand nous expérimentons la douleur, nous le quitterions. C'est le corps que nous ne pouvons pas quitter, au contraire des autres corps du monde, que nous pouvons toujours éloigner de nous, les repousser, lutter contre. Là, à moins de se tuer, on ne peut pas. Et si on suivait maintenant un autre phénoménologue contemporain, Michel Henry, on dirait que dans le corps propre, le mien, ce que j'éprouve, ça n'est pas nécessairement la douleur qui vient de l'extérieur, comme dit Descartes. C'est la douleur qui vient du corps lui-même. Parce que quand Descartes dit la faim, la soif. Qu'est-ce que c'est la faim, la soif? Ça n'est pas une agression extérieure. C'est le fait que mon corps est en état de manque. Et cet état de manque, c'est véritablement ce que nous essayons de compenser en mangeant et en buvant, et que nous ne pouvons pas éviter. Notre corps nous fait éprouver la douleur sous la forme du manque. C'est-à-dire que dans ce cas, nous sommes affectés par notre corps lui-même, et par notre corps en tant qu'il est passif, en tant qu'il manque. Il ne faut pas manquer, comme disait Giroud, et de fait, le corps manque toujours. Et non, Giroud disait, il ne faut pas gâcher. Oui, je crois. Bon, laissons Giroud de côté pour l'instant. Et donc, le corps propre, ce qu'on appelle le corps propre avec Merleau-Ponty, il faut en fait l'appeler la chair. Et Descartes introduit la chair, du moins c'est ma thèse, dans la deuxième partie de la sixième méditation. Alors, si c'est vrai, c'est tout à fait extraordinaire, parce que dès le vivant de Descartes, tout le monde l'a attaqué sur le dualisme. Comment est-ce que le corps peut agir sur la pensée réciproquement, ils n'ont rien en commun, etc. etc. Ça a été, depuis ces premiers Régis, Voetius et tous les autres, jusqu'à Nietzsche, tout le monde a répété que Descartes était dualiste. La moitié de la philosophie américaine contemporaine vit de la résolution, ou de la non-résolution plutôt, du dualisme cartésien. C'est un artefact absolument extraordinaire. Or, ici, Descartes introduit ce qu'il appelle meum corpus, mon corps à moi. C'est-à-dire moi en tant que je suis affecté passivement, non seulement par les choses extérieures, mais par rien. Mais alors c'est ça qui pose problème quand même, Jean-Luc Marion. Entrons dans ce problème-là justement, puisque c'est ici que se joue tout le cœur des passions de l'âme. Pourquoi est-ce que, après avoir justement affirmé la distinction entre le corps d'un côté et l'âme de l'autre, Descartes en vient-il à postuler l'union entre ces deux substances qui du coup ne sont plus des substances? Il pourrait tout simplement affirmer que le corps est affecté, que l'âme est affectée, sans pour autant postuler une union entre les deux qui semble venir contredire du coup son dualisme. Alors, avant de répondre à votre question, un dernier point. La découverte de ce qu'on appelle, par opposition au corps du monde, qui ne sont pas moi, le corps qui est le mien, la chair, on l'appelle actuellement la chair, précisément. C'est une distinction faite par Husserl dans de nombreux textes, mais plus célèbre, c'est la 5e des méditations cartésiennes. Et Husserl est persuadé que quand il fait cette distinction, c'est justement là qu'il dépasse Descartes. Alors le paradoxe, c'est qu'en fait, Descartes avait déjà pensé cela. Alors, vous me direz, pourquoi est-ce que Descartes introduit cette troisième voie, cette troisième notion? Il y a une explication. C'est que Descartes commence par une théorie de la connaissance. Et dans le domaine de la connaissance, comme il le dit dans la lettre qui vient d'être lue, il n'a besoin que de ce qu'il connaît, la pensée, et ce qui est connu, les choses matérielles. Bon. Après, quand il fait les métaphysiques, il fonde dans l'existence ce qu'il connaît. Mais il n'a toujours besoin que de ces deux choses-là. Alors, il y a un moment, il rencontre l'union. L'union, pour lui, c'est un fait. Il dit toujours, je ne vais pas l'expliquer, tout le monde l'expérimente,
je ne suis pas tenu d'expliquer cela. C'est une constatation. J'ai simplement à comprendre comment ça fonctionne. Et alors, pour ce faire, et c'est là qu'on voit un grand philosophe, il dit, c'est très bien, je vais recommencer au point de départ. C'est-à-dire, là où j'avais mis deux notions primitives, je vais en ajouter une troisième. Oui, mais pardonnez-moi, il veut recommencer dès le départ une fois qu'il est arrivé à cela, mais cette expérience de l'union de l'âme et du corps, nous la faisons quotidiennement. C'est pas Bien comme sûr. s'il la découvrait au terme de son analyse. Et oui, mais Donc pourquoi ne l'avoir pas prise en compte dès le départ, du coup? Mais il la connaissait dès le départ, mais il l'a mise entre parenthèses. Parce que dans l'exercice de la connaissance objective, comme on dit, je dois justement ne considérer les corps qu'en tant que connaissables objectivement, mesurables, étendus, figures géométriques, etc., physique, mathématiques. Bon. C'est pas du tout ce qui se passe avec mon propre corps, que j'expérimente d'une toute autre façon. Donc il fallait un autre commencement. Alors cet autre commencement, c'est l'introduction de la troisième notion primitive, c'est-à-dire la notion de l'âme et le corps ensemble. L'âme et le corps ensemble sont un nouveau commencement. Ce nouveau commencement, c'est le fait que avoir le meum, le corpus meum, il dit une fois que l'homme habeat corpus. C'est très curieux quand on pense à la formule habeas corpus. Et qu'est-ce que c'est que l'habeas corpus? Juridiquement, c'est « touche pas à mon corps ». Eh bien, ici, il y a un corps que je ne dois pas considérer comme un objet du monde, qui est moi. Alors, quelle est la fonction de ce corps? Mon interprétation, il faudra discuter, est la suivante. Descartes, quand il définit la chose pensante, à la fin, dans la deuxième méditation, au début de la troisième, puis après toujours, dit que la chose pensante pense toujours selon au moins une modalité. Elle n'est pas vague. Penser, ça signifie douter, entendre, c'est-à-dire faire fonctionner l'entendement abstrait, vouloir, ne pas vouloir, et imaginer. On a besoin d'imaginer, par exemple, quand on fait des mathématiques, il faut que l'entendement soit, c'est Kant qui le reprendra, bien sûr. Et enfin, dit-il, sentir. Or, le propre de ces modes de pensée, c'est qu'ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, actifs. Même l'entendement, c'est un point qui est discuté entre spécialistes, mais enfin, n'entrons pas là-dedans. Ils sont tous actifs. La pensée active, c'est relativement simple. Vous avez un acteur, qui est l'ego, qui construit sa pensée. Comment arriver à comprendre le fonctionnement passif, c'est-à-dire le sentir, de la pensée? C'est pas facultatif. Ça fait partie de la res cogitans aussi. Après avoir considéré toutes les fonctions qui appartiennent au corps seul, il est aisé de connaître qu'il ne reste rien en nous que nous devions attribuer à notre âme, sinon nos pensées, lesquelles sont principalement de deux genres, à savoir les unes sont les actions de l'âme, les autres sont ses passions. Celles que je nomme ces actions sont toutes nos volontés, à cause que nous expérimentons qu'elles viennent directement de notre âme et semblent ne dépendre que d'elle. Comme au contraire, on peut généralement nommer ces passions toutes les sortes de perceptions ou connaissances qui se trouvent en nous, à cause que souvent ce n'est pas notre âme qui les fait telles qu'elles sont, et que toujours elle les reçoit des choses qui sont représentées par elle. C'est dans l'article 17 des Passions de l'âme que Descartes affirme, disons, la nécessité ou l'existence de pensées passives, nommées donc passions, ce qui montre que l'âme ne se contente pas de penser les choses, vous l'avez dit, soit par le doute, soit par l'entendement, soit par même la simple pensée, mais qu'elle reçoit également des choses. Affirmer cela, c'est d'emblée considérer que la chose pensante n'a pas seulement force, disons, inaugurale, vous l'avez dit, Descartes veut recommencer, mais qu'elle doit nécessairement prendre en compte le fait que si elle peut être un nouveau commencement, elle est déjà toujours
d'emblée affectée par autre chose qu'elle-même. Comment peut-il affirmer cela tout en maintenant, disons, le caractère hétérogène de ces deux substances? C'est toujours la même question. Comment peut-il maintenir le dualisme dès lors qu'il conçoit, accepte que la pensée elle-même puisse être passive? Alors, il faut décrire la pensée dans toutes ses dimensions. Bon, il constate qu'il y a une dimension passive qu'on ne peut pas expliquer si on en reste à la distinction. Parce que dans la distinction, qui est dominée par l'exigence de la connaissance, la certitude suppose un jugement et une activité. Donc tant qu'on connaît, on est actif. Néanmoins, nous sommes passifs. Alors, quel est le statut de cette passivité? Alors, cette passivité, Descartes ne l'analyse en 3 dimensions. Nous pouvons être passifs, d'abord, nous sommes passifs, c'est-à-dire nous recevons des impulsions par les sens. Ces impulsions, on dirait maintenant ces informations qui sont pour Descartes purement physiques, comme nous, c'est pas des, ils pensent pas oui, ils pensent à un système neuronal déjà. Bon. Nous les recevons, le cerveau les transmet à la pensée, et la pensée les organise pour en faire l'information. Alors il y a 3 niveaux de passivité. On peut recevoir ces informations, construire un objet et les renvoyer au monde extérieur. On peut dire que ces informations concernent l'état de notre corps vivant, de la machine du corps. Et on les renvoie au corps, c'est la médecine. Et puis, il y a une 3e voie qui consiste à dire que ce sont des affections, des passivités, qui s'adressent à l'âme. Alors, prenons un exemple. De la même perception, de la même sensation. Une sensation de lumière. Oh non, de son, c'est mieux. Une sensation de son, ou de... oui. Bon. Non, je vais même prendre une sensation plus... Par exemple, une sensation de goût. Bon, une sensation de goût, vous pouvez la recevoir et en disant « ceci m'indique qu'il y a un corps que je suis en train de manger, qui est extérieur, différent de moi, qui a la saveur du sucré ou du salé. » Bon, ça, je renvoie à un corps. Cette passivité, je l'assigne à un corps. Je ne peux pas aussi l'assigner à mon propre corps vivant, à ma chair, en disant, par exemple, comme je suis malade, j'ai toujours tel goût dans la bouche, et je sais que c'est à cause de ma maladie que il y a des choses que je ne peux plus manger, ou au contraire, je passe mon temps à manger. Bon, je l'applique à mon corps. Et puis, ça peut être une passion. Alors, une passion de l'âme, c'est-à-dire que ce goût, ça peut être quelque chose qui va provoquer en moi, par exemple, la joie, le désir, si je suis un peu porté sur la bouteille, ou enfin, peu importe, ça va déterminer un état de l'âme. Donc, la passivité, la pensée passive, peut se rapporter aux choses du monde, à mon corps en tant que machine pour les médecins, ou bien à mon âme. Alors, ces 3 degrés de passivité ne doivent pas être confondus. Descartes n'est pas, en ce sens, il n'est pas un empiriste, il est beaucoup plus subtil. Il ne s'imagine pas que l'excitation extérieure soit en elle-même un objet de connaissance. Elle n'est pas un objet de connaissance, elle est un objet d'interprétation. La faiblesse de l'empirisme, c'est de croire que le monde extérieur nous arrive, si je puis dire, ready-made, déjà constituant des objets. Que nenni! L'objet est une des interprétations possibles de la passivité. Alors, ce qui est intéressant chez Descartes, c'est cette tripartition, mais alors, plus intéressant encore, c'est que dans la passivité de l'âme, il dit qu'il y a, c'est ça qui m'intéresse le plus, il y a des perceptions que nous rapportons, article 23, aux objets qui sont hors de nous. Des perceptions, des passivités. Il y a ensuite des perceptions, pensées passives, que nous rapportons, paragraphe 24, article 24, à notre corps. Et enfin, il y a des perceptions que nous rapportons à notre âme, qui sont, à proprement parler, les passions. Et parmi les passions, Descartes soutient qu'il y en a qui viennent de l'âme elle-même,
ou plutôt, qui font ressentir à l'âme elle-même. Quelles sont-elles ces passions alors, il donne un premier exemple. Par exemple, c'est au paragraphe 25 et 26. Si je dors, et parfois même étant éveillé, et que j'imagine fortement certaines choses que je pense avoir devant moi ou sentir dans mon corps, même si elles ne sont pas réellement existantes hors de moi, il n'est pas douteux que je les sente. C'est-à-dire, par exemple, dans l'expérience du rêve, il y a des choses extérieures qui provoquent des passions, la tristesse ou la joie, dit-il, quelle que soit la réalité de la cause supposée de cette tristesse et cette joie, il est absolument indiscutable que je l'éprouve. C'est le principe même de la passion, qui n'a pas besoin d'avoir une cause objective existante pour être. Une passion peut être le fruit d'une imagination, n'a pas forcément une cause extérieure réelle existante. Et il donne au paragraphe 91 un commentaire sur la joie précisément, et il déclare qu'il y a une joie purement intellectuelle, mais il ajoute aussitôt qu'il est vrai que, en situation d'union d'âme et du corps, la joie purement intellectuelle et la joie avec une cause physiologique arrivent la plupart du temps ensemble. Et comment définit-il cette joie purement intellectuelle? Elle vient de l'âme par la seule action de l'âme, et on peut dire qu'elle est une agréable émotion excitée en elle par elle-même. Alors ça, c'est tout à fait étonnant, il y a d'autres textes. Descartes pense que l'âme peut subir une passivité qui lui est intérieure. En fait, ce que vous êtes en train de dire, Jean-Luc Marion, c'est que par l'analyse de la passion, ce que Descartes montre, ce n'est pas le lien problématique entre l'âme et le corps, c'est l'indépendance de l'âme, non seulement vis-à-vis du monde, puisqu'on l'a dit, une passion peut être causée par une cause imaginaire, mais vis-à-vis du corps lui-même. Oui. C'est que l'âme peut être à la fois sujet et objet d'elle-même à travers la passion. C'est en fait, à mon avis, le mystère que Descartes essaie de résoudre. C'est-à-dire la question du dualisme, c'est un fait. La question de l'interaction, c'est un fait, il n'a pas à l'expliquer. Mais ce qu'il a expliqué, ce sont les dimensions de la passion. Or, ce qu'il découvre, c'est que la passion ne vient pas simplement du fait que l'esprit est confronté au monde extérieur. Ça, c'est la vision simple. Vision simple que gardera Spinoza. Pour Spinoza, nous commençons par être passifs par rapport au monde, et puis grâce à la connaissance, nous devenons actifs, et à la fin, si tout va bien, toutes nos pensées passives deviennent des pensées actives, et on est libre, et tout ça. Ça, c'est extrêmement naïf, et c'est la position dominante des successeurs de Descartes. Descartes, lui, découvre, d'une certaine manière, ce que Michel Henry appelle l'auto-affection de la conscience. C'est-à-dire le propre de la conscience, c'est qu'elle est affectée par elle-même. Sa passivité fait que, comme un papier photographique qui est intrinsèquement sensible à la lumière, etc., l'âme est intrinsèquement sensible, et la preuve, c'est qu'elle est d'abord sensible à elle-même. Et si elle n'était pas sensible à elle-même, elle ne pourrait pas être sensible au reste. Mais est-ce que l'âme peut être une chose sensible tout en restant une chose pensante? Mais bien entendu, parce que la sensibilité a statut de pensée. Alors, je sais que c'est totalement contraire à l'image qu'on se fait de Descartes. Descartes, penseur de la pensée comme sensible. Et c'est pourtant, à mon avis, ce qu'il fait. C'est pourquoi Rousseau est un des grands cartésiens. C'est-à-dire les promenades, les rêveries d'un promeneur solitaire, c'est le développement de la pensée en tant que passive. Mais d'ailleurs, les phénoménologues contemporains ont développé ceci massivement à la suite de Husserl, ce qu'il appelle les synthèses passives. Lorsqu'un chien voit une perdrix, il est naturellement porté à courir vers elle, et lorsqu'il voit tirer un fusil, ce bruit l'incite naturellement à s'enfuir. Mais néanmoins, on dresse ordinairement les chiens couchants en telle sorte que la vue d'une perdrix fait qu'ils s'arrêtent, et que le bruit qu'ils oient après, lorsqu'on tire sur elle, fait qu'ils accourent. Or, ces choses sont utiles à savoir pour donner le courage à un chacun d'étudier à régler ses passions. Car puisqu'on peut avec un peu d'industrie changer les mouvements du cerveau dans les animaux dépourvus de raison, il est évident qu'on le peut encore mieux dans les hommes, et que ceux mêmes qui ont les plus faibles âmes pourraient acquérir un empire très absolu sur toutes leurs passions si on employait assez d'industrie à les dresser et à les conduire. Jean-Luc Marion, si on repart de cette idée d'une pensée qui serait passive chez Descartes, et donc sensible, cette sensibilité de la pensée elle-même,
comment Descartes peut-il affirmer d'un côté cette passivité de la pensée et de l'autre, affirmer dans l'article 50 des Passions de l'âme que j'ai lu, qu'il n'y a point d'âme si faible qu'elle ne puisse, étant bien conduite, acquérir un pouvoir absolu sur ses passions. Si la pensée est passive, comment peut-elle se contrôler elle-même, dans le cas notamment, comme on vient de l'entendre, de ce poison violent qu'est l'amour, comme le chante Gainsbourg? Est-ce que l'âme a cette force, si elle est sensible, d'avoir un contrôle, y compris sur une affection telle que serait la passion amoureuse, par exemple? C'est dans des circonstances comme ça que Descartes est vraiment très bon. Parce qu'il n'est jamais simpliste et il ne se laisse pas embarquer dans une solution unilatérale au problème. Qu'est-ce que c'est que la passion? La passion, dit-il, c'est une disposition de mon corps propre, qui fait que, sans que ma volonté n'intervienne, je suis disposé à faire certaines choses parce que les influx extérieurs me mettent dans une disposition d'esprit qui me fait vouloir certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a une contre-volonté qui me vient de l'extérieur. Et il le dit très bien au paragraphe 40, que je lis. Le principal effet de toutes les passions dans les hommes est qu'elles incitent et disposent leur âme à vouloir les choses auxquelles elles préparent le corps. En sorte que le sentiment de la peur l'incite à vouloir fuir, celui de la hardiesse à vouloir combattre, et ainsi des autres. Ça correspond au texte que vous citiez tout à l'heure sur le chien d'arrêt. Donc, je reçois des incitations qui, d'une part, disposent immédiatement mon corps. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de faire un long raisonnement pour comprendre que si je vois un tigre dans les couloirs de la maison de la radio, j'ai intérêt à courir très vite. Bon. Ça se fait automatiquement. Mon corps est programmé pour ça. Et en même temps, je vais avoir la disposition d'esprit, la passion de la peur, qui correspond à ce mouvement. Il y a donc, en quelque manière, une volonté qui s'exerce sur moi à ma place. Donc, les passions provoquent de la volonté automatique, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, on peut discuter, est-ce que c'est ma volonté, est-ce que c'est une contre-volonté, est-ce que c'est une deuxième volonté? Bon, laissons ceci à des débats de spécialistes. Mais il y a une contre-volonté, qui est la mienne, puisqu'elle décide de moi, mais que je n'ai pas voulu. C'est une volonté que je n'ai pas décidée. Bon, je suis conditionné. Alors, le travail de Descartes est de savoir si je peux jouer sur ce conditionnement. Alors, sa thèse, c'est que nous pouvons nous déconditionner et nous reconditionner. C'est-à-dire reprendre le contrôle de ces passions extérieures, tout en, pas en leur opposant une volonté directe. Ça, c'est du Spinoza ou c'est du Malebranche. C'est-à-dire dire, vous avez de mauvaises inclinations, c'est pas bien, un peu de volonté et un peu d'entraînement, vous allez arrêter de fumer, vous allez arrêter de draguer. Surtout de la compréhension dans le cas de Spinoza, c'est pas une histoire de volonté. Hein. Oui, mais enfin, je veux dire, la volonté devient active, enfin, le libre arbitre est restauré parce que je connais l'enchaînement des causes. Enfin, je veux dire, on peut espérer redevenir actif. Descartes ne pense pas que nous allons redevenir actifs, c'est là qu'il est très fort. Il n'est pas aussi naïf de s'imaginer qu'on peut redevenir actif face aux passions. Il raisonne de manière différente. Il dit, je vais non seulement opposer une passion à une autre, mais je vais trouver une passion privilégiée qui me permettra d'être plus sous son influence que sous l'influence d'aucune autre passion. Ce qui implique que l'âme ne soit pas complètement sous l'influence, ne soit pas complètement aliénée par une passion, pour qu'elle puisse elle-même reprendre le dessus. Oui, parce que l'âme, elle reste libre. Hein. Parce qu'il y a deux choses, dit Descartes, que nous expérimentons sans pouvoir les expliquer, et que même, en fait, nous ne pouvons pas comprendre. Et il dit qu'il y a de très bonnes raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas les comprendre. C'est l'union de l'âme et du corps et la liberté. Bon, ça ne se discute pas. Quand les gens en discutent, Descartes leur dit, écoutez, vous pensez que vous n'êtes pas libre, je suis bien triste pour vous, mais moi, j'expérimente que je suis libre et j'en jouis, merci. Donc, je dispose d'une liberté, mais laquelle? La liberté, c'est de faire un contre-feu, une contre-passion. Et c'est la doctrine de la générosité. Ça, c'est génial.
J'explique ? Allez-y. Une passion, cela vient d'un événement extérieur. Descartes dit même un avènement extérieur. Bon. Une arrivée de quelque chose qui surgit sur moi et qui m'impressionne et déclenche une conduite automatique. Alors, qu'est-ce qui m'impressionne le plus, dit Descartes ? Qu'est-ce qui véritablement peut m'impressionner le plus et provoquer une passion ? Qu'est-ce qui m'en met le plus plein la vue ? Réponse. La seule chose qui dépend vraiment de moi, qui est l'usage de mon libre arbitre, le bon usage de mon libre arbitre. C'est-à-dire, il fait la distinction classique reprise du stoïcisme, que dans le libre arbitre, il y a deux choses. Il y a, est-ce que j'atteins le but ? Bon, ça ne dépendra pas entièrement de moi, mais est-ce que je prends la bonne décision, la meilleure décision ? Alors, dit-il, la générosité, c'est une passion provoquée par le fait que je me suis, au sens strict, impressionné moi-même par l'usage de mon libre arbitre. J'ai été bon. J'ai fait ce que je devais faire. Dans les circonstances données, peut-être ai-je réussi, peut-être ai-je échoué, mais dans les circonstances données, j'ai fait la meilleure chose qu'on pouvait faire. Je suis, comme il dit, j'éprouve du contentement de moi-même. Et ce contentement, personne ne pourra me l'enlever. Cette vertu-là, dit-il, c'est la plus puissante qu'on puisse avoir. Alors en quoi est-ce une vertu, le contentement de soi ? Je reviens sur la vertu. Alors, puisqu'on en parle. Extraordinaire chez Descartes, les vertus sont aussi des passions. La plus haute vertu... voilà, c'est pour ça que je posais la question, c'est quand même étonnant. C'est étonnant, parce que tout le monde dit, il y a les passions, il faut les maîtriser parce que c'est pas bien, on fait des choses qu'on contrôle pas, etc. Et puis il faut devenir vertueux. Mais alors Descartes, lui, n'oppose pas frontalement front bas contre front bas. Là, l'hétéronomie de la passion où je fais n'importe quoi et qui est immorale, et puis l'autonomie de la volonté qui est active et qui est morale. C'est pas si simple. Il pense qu'il y a une passion qui est le lieu de la vertu. Alors cette passion qui est le lieu de la vertu, c'est l'effet que fait sur moi, comme une chose extérieure, la certitude que j'ai bien usé de mon libre arbitre, que j'ai pris la bonne décision, encore une fois, même si j'ai raté l'accomplissement de cette décision. J'ai pris la bonne décision, et ça, personne ne pourra me l'enlever. Je suis sûr d'avoir fait ce que je voulais. Pourquoi on peut dire que la générosité, c'est une espèce de manière de répéter le cogito du point de vue de la volonté. Il y a donc une estime de soi qui vient du bon usage du libre arbitre. Et ceci suscite une joie et un contentement de soi qui est une passion suffisamment forte pour ne pas regretter, par exemple, d'avoir cédé à telle pulsion, à tel plaisir qui était disponible, mais qui eût été immoral ou passif, trop passif, etc. J'ai fait un acte fondateur, libérateur, qui m'a fait devenir moi-même. Et cela, c'est tellement bon, si je puis m'exprimer ainsi, que ça vous permet de résister à toutes les autres passions. Mais alors pourquoi la nomme-t-il générosité ? Puisqu'en idée de générosité, on a la présence d'autres personnes. Être généreux, c'est arriver à donner quelque chose de soi. Alors, en quoi le contentement de soi est-il la condition de la générosité ? Alors là, il y a eu tout un ensemble de choses. D'abord, il pense à ce qu'on traduit par le généreux chez Aristote, celui qui exerce la mégalopsychia, c'est-à-dire le type flamboyant, qui est riche, qui a du pouvoir et qui donne sans compter, qui n'envie pas, qui imite les dieux, parce que l'une des propriétés des dieux dans l'ancien, c'est qu'ils ne sont pas envieux. Donc quand vous n'êtes pas envieux, que vous avez les moyens de ne pas être envieux, vous partagez quelque chose avec les dieux. La grande âme. La grande âme, ça donne le généreux. Le généreux, c'est celui qui est bien né. Alors, tous ces thèmes de la mégalopsychia, de la générosité, on le retrouve chez Corneille naturellement, en fait, ça n'est pas parfaitement moral, parce que le généreux
pour une large part, il veut se faire louer. Donc il est généreux pour en mettre plein la vue et pour se faire célébrer. Donc la moralité de cette conduite est douteuse. Descartes, lui, veut que je sois impressionné, non pas parce que j'ai une Rolex avant 50 ans et que, comme faisait Armstrong, je distribue des Rolex à la fin de l'année à tous mes soigneurs qui ont bien suivi le programme de dopage, parce que c'est comme ça qu'il faisait. Non, il ne s'agit pas de distribuer des Rolex. Il s'agit d'être impressionné par une chose vraiment impressionnante. Et pour Descartes, la seule chose vraiment impressionnante, c'est celle qui dépend de moi. La seule chose qui me grandit à mes propres yeux, c'est ce qui est vraiment moi-même. Or, la seule chose qui dépend vraiment de moi, c'est le bon usage de ma volonté. Les moyens, les conséquences, ça ne dépend pas de moi. Le mégalopsykos, il pense aux conséquences. Il pense à l'effet qu'il fait, au bluff général. Et lui, ce qu'il veut, c'est du buzz. Descartes, lui, il veut être content de ce qui est vraiment lui-même. Donc, du bon usage de son libre arbitre. Donc, c'est la seule chose qui dépend de lui, c'est donc par cette seule chose qu'il veut être impressionné. C'est là seulement qu'il y aura une passion forte. Par conséquent, la générosité est complètement redéfinie par Descartes, ramenant cette passion à une situation très étrange. C'est une passion qui s'exerce sur moi. Ça va donc être le plus haut degré de passivité. Ça va être la première des passions, la plus forte, qui élimine toutes les autres. Mais c'est une passion provoquée par le plus haut degré d'activité, puisque c'est l'estime que je porte au bon usage c'est actif, de mon libre arbitre, qui est la puissance de la volonté, c'est-à-dire l'activité par excellence. Donc, c'est l'exercice de mon activité qui va non pas être suffisante pour bloquer toutes les autres passions. Ça, Descartes n'en croit pas un seul instant. Mais indirectement, qui va provoquer une contre-passion, comme on dit un contre-feu, qui va brûler toutes les herbes qui auraient pu alimenter d'autres passions. Mais alors, si on en reste, l'émission arrive à son terme, Jean-Luc Marion, donc juste cette perspective morale que vous avez abordée, qui est présente au sein des passions, du traité des passions de l'âme de Descartes, de deux choses l'une. Soit ce que Descartes affirme, c'est au fond ce qu'affirmait déjà Aristote et d'autres avant lui, qu'il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer autrui, qu'il faut être ami avec soi-même avant de pouvoir être ami avec les autres. Soit au contraire, il n'y a de morale chez Descartes que dans la mesure qu'à la condition d'un certain contentement de soi, auquel cas, pourquoi a-t-il besoin de penser la morale ? Je veux dire, si le seul fondement de la morale envers autrui est la passion de soi, alors qu'est-ce qui reste de la morale ? Alors moi, je pense que ce n'est pas le dernier mot de Descartes, parce que Descartes pose la question, mais comment puis-je savoir que j'ai bien usé de mon libre arbitre ? De quel droit est-ce que je m'estime ? Parce que y a des tas de crétins qui s'estiment très haut. Il n'y a aucune vertu là, et qui s'impressionnent très fort, alors que ce sont des sales types ou des crétins nocifs. Alors Descartes dit qu'il y a un contrôle. Le contrôle, c'est l'amour de Dieu. Et pour une raison extrêmement simple. C'est que le bon usage de mon libre arbitre dépend de ce que j'aime. Il y a des cas où je dois m'aimer plus que d'autres objets. Par exemple, si j'aime l'alcool, le pouvoir, l'argent, au point de me conduire au suicide, j'idolâtre ce que je ne devrais pas aimer autant que moi-même. Dans ce cas-là, c'est s'aimer soi-même qui est le bon usage du libre arbitre. Mais s'il s'agit, dit-il, de ma maîtresse, de mon prince ou de Dieu, à ce moment-là, le bon usage du libre arbitre, c'est de m'aimer moins qu'eux et éventuellement de sacrifier ma vie pour eux. Donc, il y a une échelle des objets de la volonté, et cette échelle, elle est réglée par l'amour de Dieu. Dans le cas de Dieu, ce que j'ai de mieux à faire, je fais un bon usage de mon libre arbitre quand ma volonté aime la volonté de Dieu. Et il y a dans une dernière lettre à Chanu admirable, un espèce de commentaire du Notre Père, que ta volonté soit faite. Descartes dit, quand on connaît la volonté de Dieu, quand on a l'impression qu'on connaît la volonté de Dieu dans une circonstance donnée, il n'y a rien de plus beau
et de plus impressionnant que de faire la volonté de Dieu. À ce moment-là, on fait un bon usage de son libre arbitre et on est très content d'avoir fait éventuellement un sacrifice parce qu'on sait qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Donc on a besoin d'aimer Dieu pour pouvoir aimer les autres. On a besoin d'avoir une échelle réelle pour estimer le bon usage du libre arbitre. Et évidemment, il faut Dieu. Donc Dieu, d'une certaine manière, empêche la générosité d'être une illusion ou encore d'une simple circularité de la volonté se voulant elle-même, une espèce d'anticipation de la volonté de puissance. Merci beaucoup Jean-Luc Marion d'être venu nous parler de Descartes aujourd'hui. Je regrette simplement que vous ayez introduit Dieu 2 minutes avant la fin, car vous avez ouvert une toute autre discussion qu'on aura peut-être un autre jour. En tout cas, je renvoie les auditeurs à votre livre, mais qui paraîtra que dans quelques mois. Mais je les renvoie d'ores et déjà. Il s'intitule La pensée passive de Descartes. Ce sera en février sans doute aux éditions PUF. Ce sera un bon moyen de continuer cette discussion. Sur la pensée passive. Sur la pensée passive de Descartes, excusez-moi. Il est 10h50, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. 10h50, c'est l'heure, comme tous les jours, de retrouver François Nudelman pour le journal de la philosophie. Bonjour, cher François. Bonjour Adèle. Félix Guattari a publié par 2 fois un recueil d'articles intitulé Révolution moléculaire en 1977 et en 1980. Aujourd'hui, un nouvel agencement de ces textes nous permet de revivre l'agitation intellectuelle d'un psychanalyste et philosophe du désir. Ça s'appelle La Révolution moléculaire et c'est paru aux Prairies ordinaires. Stéphane Nadeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre à Villévrard et philosophe, chargé de cours aussi à l'École des hautes études en sciences sociales. Et vous avez réagencé ce texte d'un auteur que vous connaissez parfaitement, Félix Guattari. Alors pourquoi ce réagencement ? Il y a un terme que j'aime beaucoup en philosophie qui s'appelle l'inactualité, l'intempestif, qui est un terme que l'on doit à un philosophe allemand, Nietzsche. Il s'avère que ces textes, qui ont été écrits, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, en 77 à 80, pourraient sembler datés, correspondre à une période particulière de l'histoire politique française, de l'histoire philosophique française. Et donc être, en étant daté, ne plus avoir d'écho dans notre contemporain. Or, il s'avère que moi, je fais tout le pari inverse et je pense qu'au contraire, ces textes ont une profonde inactualité, c'est-à-dire peuvent tout à fait nous parler. D'où l'intérêt de les réagencer, d'essayer de les mettre un peu peut-être à la sauce contemporaine ou quelque chose comme ça. Très bien, beau paradoxe. Alors, il faudrait quand même peut-être rappeler que Guattari n'est pas seulement le co-auteur avec Deleuze de l'Anti-Édipe et d'Émile Plateau, qu'il est aussi un inventeur de concepts, de pratiques psychiatriques et politiques. Cette publication participe aussi de ce regain d'intérêt pour Félix Guattari en lui-même. L'intérêt, je crois, de Félix Guattari, ça a été malgré ou grâce à une formation politique relativement classique, puisqu'il était dans le mouvement trotskiste dans les années 60, il a pu quand même comprendre que s'il y avait des choses qui étaient à changer, tout autant au niveau politique, philosophique, ou tout au moins à repenser, elles devaient l'être pas forcément à un niveau, on va dire, global, mais plutôt à un niveau local, à un niveau de groupe, ce qu'il appelle donc à un niveau moléculaire. Il s'avère que cette idée que des révolutions à des niveaux moléculaires, à des niveaux plus locaux, puissent être efficaces et suivies d'efficaces, je pense que ça c'est quelque chose qui peut nous parler en une époque où on a l'impression que le mouvement ouvrier, que tous les grands mouvements, les grands discours, etc., semblent ne pas se casser la figure, se casser les dents contre, je ne sais pas, l'ultralibéralisme, etc., etc. Donc je pense qu'effectivement là il y a quelque chose que Félix Guattari a parfaitement compris sur l'action locale, on va dire. Un mot sur moléculaire. Oui. On connaît ce terme à partir justement des textes aussi de Deleuze, mais sur cette distinction entre le molaire et le moléculaire, est-ce que vous pourriez la rappeler ? Elle est très compliquée, parce que le moléculaire n'est pas simplement qu'une question du petit par rapport au molaire qui serait une question du grand. C'est plus une question de pratique. Selon Guattari, je crois qu'on pourrait dire que ce qui est moléculaire, c'est ce qui participe d'un groupe qui devient sujet de ses propres actions. Ce qu'il appelle un groupe sujet. Ce qui est molaire, c'est au contraire un groupe qui suit des actions dont il n'est pas le sujet, dont il n'est pas le porteur. Ainsi, on peut par exemple imaginer une révolution, une grande révolution, qui serait à l'échelle de tout un pays, voire de toute la planète, et qui serait moléculaire à partir du moment où les gens qui activent cette révolution en sont réellement porteurs, en sont réellement sujets.
De la même manière, on peut imaginer des tout petits groupes dans un hôpital psychiatrique, par exemple, où ce sont des groupes qui essayent de changer des choses, mais comme ils ne le portent pas eux-mêmes, parce que, pour tout un tas de raisons administratives, etc., ils seront très très loin de la révolution moléculaire. Donc, je pense que moléculaire, ça veut dire que un sujet, même singulier, peut s'exprimer à travers un groupe, quelle que soit sa taille. Alors dans ce gros recueil de 600 pages, on retrouve un certain nombre de thématiques, de critiques de la psychanalyse, du fétichisme théorique, à propos de critiques de l'Édipe, des textes sur le cinéma, sur la sémiotique, et puis un style politique aussi très, très fort, avec notamment ce programme. Je voudrais peut-être commencer à le lire pour que vous le commentiez. Ne pas considérer le désir comme une superstructure subjective plus ou moins à éclipse. Faire passer le désir du côté de l'infrastructure, la famille, le moi et la personne du côté de l'antiproduction. Abandonner un abord de l'inconscient par la névrose et la famille pour adopter celui plus spécifique des processus schizophréniques, des machines désirantes. Alors, évidemment, on retrouve l'anti-Édipe. Ce ton-là, est-ce que malgré tout, il n'est pas un peu daté ? Alors, pas du tout. Enfin, moi, je ne crois pas qu'il soit daté. Je crois qu'il dit une chose qui est absolument essentielle. C'est qu'il vient opposer... on parlait tout à l'heure des différences entre le moléculaire et le molaire. Ça, c'est un bon exemple. Il vient opposer quelque chose qui serait de l'ordre des pratiques et du sens commun, du sens pratique, de tout ce que on peut imaginer comme sens, à des choses qui sont tellement théoriques qu'elles en deviennent inhumaines, qu'elles n'ont plus aucun sens. Et actuellement, autour de la question du mariage pour tous, par exemple, se pose réellement la question de savoir est-ce que l'on doit, sous prétexte d'apports très théoriques, totalement abstraits, qui sont à force de dip, de famille, de différence des sexes, etc., de symbolique, des mots qui ne veulent pas dire grand-chose, je pense pour nos auditeurs ou pour la plupart des gens, enfin pour moi en tout cas, ils ne veulent pas dire grand-chose. Par contre, les pratiques, elles veulent dire quelque chose. Mais Stéphane Nadeau, est-ce que le mariage homosexuel ne relèverait pas plutôt du molaire ? Alors, ce qui relèverait du molaire, ça serait d'imaginer qu'il y ait un mariage homosexuel, par exemple. Un mariage homosexuel relèverait du molaire, au sens où il serait théorique et où il serait absolument pas porteur. Un mariage de personnes de même sexe qui viendrait dynamiter, réinterroger complètement la place du mariage comme institution dans la société française qui a tendance à s'institutionnaliser de façon très forte, ça, pour le coup, ce serait profondément moléculaire. Toute la question est de savoir comment est-ce que des sujets, les Français ou nous allons plutôt du côté du moléculaire ou du côté du molaire. Je crois que c'est ça qu'il veut dire, Guattari, quand il dit mettre le désir plutôt pas du côté de la famille, mais plutôt du côté du désir de la pratique. C'est ça dont il parle. Ne nous cachons pas derrière des grands mots et des grands concepts, mais soyons pragmatiques. On sent bien combien le désir est politique, et on retrouve ces mots, les machines désirantes, les flux, les lignes de fuite. Oui. C'est quand même lié aux années 70, et malgré tout, on peut se dire que le temps, l'époque témoigne vraiment d'une espèce d'ossification terrible, et que vous me direz que Félix Guattari n'avait pas beaucoup d'espoir non plus dans la politique institutionnelle de l'époque, mais voilà, quels échos aujourd'hui peuvent avoir ces différents textes ? Moi, je pense qu'effectivement, si on aborde ces penseurs-là, et notamment Félix Guattari, autour du « il y a quelque chose quand même qui à l'époque était absolument... on avait bien perçu, et maintenant vraiment, est-ce qu'on ne peut le revoir que dans une sorte de « on est passé à côté », etc. » Moi, ça, je ne le pense pas. Je pense, comme vous le dites, au contraire, qu'il y a quelque chose d'éminemment actif, notamment dans les termes qui sont utilisés. Par exemple, le fait d'utiliser ligne de fuite, le fait d'utiliser machine. Oui. Voilà. Se laisser glisser du côté des multiplicités réelles. Voilà, il y a comme ça une sorte de langage qui est... alors le terme de machine, oui, machine réelle veut dire quelque chose. Enfin, on est quand même à une époque des machines, qui entre les podcasts, les iPhones, les iPods, enfin je vais pas parler avec de Mac, mais etc. Il s'avère qu'on est dans une époque de machines. Il y a quelque chose qui est, me semble-t-il, totalement en écho. Il y a aussi une chose importante, c'est que est-ce que la distinction entre ce qui s'est passé dans les années 70 et 80 et actuellement, et ce qui se passe actuellement, est si grande ? Somme toute, il s'est passé 40 ans. 40 ans, c'est pas non plus une période si gigantesque dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire politique. Donc peut-être que quelque chose a commencé avec Guattari qui ne fait que continuer. Merci en tout cas Stéphane Nadeau de nous rendre ce discours audible et lisible par ce réagencement. Je ne sais pas si c'est un agencement collectif d'énonciation comme on disait, un ACE, mais en tout cas ce texte, ce recueil donne beaucoup de surprises et c'est un grand plaisir de lecture. Donc je rappelle le titre,
La révolution moléculaire de Félix Guattari, paru aux éditions des Prairies ordinaires. Vous pouvez retrouver et podcaster le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr. Merci beaucoup François. Ainsi s'achève les nouveaux chemins, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain bien sûr pour la suite de cette semaine consacrée à Descartes. Demain, je recevrai Pierre Guénancia qui viendra vous parler de Descartes et l'ordre politique, ou comment la pensée de Descartes serait le meilleur antidote aux dérives politiques. D'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, franceculture.fr à la page des nouveaux chemins, où vous trouverez toutes les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et surtout, vous pourrez la télécharger, c'est-à-dire la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.